Puisque vous avez l'habitude, vous vous doutez bien que le rapport entre les contes de Canterbury et l'astrolabe finira par apparaître. En attendant, je vais devoir vous raconter l'histoire d'un certain nombre d'inventions alors que je ne connais l'auteur d'aucune d'entre elles. Pourtant, Vitruve aura fait tout son possible. Au livre 9 de son architecture, il nous explique en détail la construction et l'usage des horloges et par qui elles ont été inventées. Il commence par les cadrans solaires. L'hémicycle creusé dans un carré et coupé en sorte qu'il soit incliné comme l'équinoxial est, à ce qu'on dit, de l'invention de Bérose, le chaldéen. Le navire ou hémisphère est d'Aristarque, samien, comme aussi le disque posé sur un plan. L'astrologue Eudoxus a trouvé l'araignée. Quelques-uns disent qu'Apollonius a inventé le plinthe ou carreau, qui a même été posé dans le cirque de Flaminus. Scopas syracusain a fait celui que l'on appelle Prostaistorumena, Parménion le prospanclima, Théodose et Andreas Patroclès le pénisson, Dionysorus le cône, Apollonius le carquois. Outre ces auteurs, plusieurs autres en ont encore inventé de différentes sortes, comme le gonarque, la gonate et l'antiboré. Il y en a eu aussi quelques-uns qui ont fait, pour ceux qui voyagent, des cadrans portatifs, qu'ils ont décrits dans leurs livres, où chacun peut prendre des modèles pour en faire, pourvu que l'on sache la description. Là, il n'a pas tort. Chacun peut fabriquer son propre cadran solaire, voire même inventer son modèle, sans pour autant révolutionner l'astronomie. Et cela a été le cas depuis longtemps. Il est impossible d'associer un modèle particulier à chaque nom que Vitruve donne dans ce texte, et quand bien même identifierait-on le modèle, l'auteur ne sera probablement pas celui qui est indiqué. Essayons tout de même. Bérose le Chaldéen vivait au temps d'Alexandre le Grand. On a retrouvé ce cadran solaire qui pourrait correspondre à la description de Vitruve, dans une ville antique créée en Afghanistan à la suite du passage de l'armée d'Alexandre. Il y a peu de chances que Bérose en soit l'inventeur. Les Chaldéens, autrement dit les Mésopotamiens, connaissaient le cadran solaire depuis probablement un bon millénaire avant Bérose. Quant à savoir sous quelle forme, c'est impossible, on n'en a retrouvé aucun. Navire en grec se dit scaphe, et ce mot désigne les cadrans solaires hémisphériques creux, comme celui que vous voyez. Aristarque était un peu antérieur à Archimède qui lui attribue le modèle héliocentrique. On a de lui des mesures de distance entre Terre, Lune et Soleil. Il n'y a aucune indication qu'il ait inventé le scaphe. Pas plus que le disque posé sur un plan. Celui-ci est égyptien et date de 10 siècles avant Aristarque. Cette mosaïque semble attribuer à Anaximandre l'invention d'un cadran solaire portatif. C'est possible. Anaximandre est un des tout premiers géomètres et astronomes grecs, entre Thalès et Pythagore. Pélesinon signifie en forme de hache, et là on peut identifier le modèle. Par contre, Théodose et Andreas Patroclès sont inconnus parmi les astronomes antiques. Des cadrans pour ceux qui voyagent, il en existe plusieurs modèles, comme celui-ci avec une tige rotative, ou celui-là, cylindrique avec un gnomone rétractable. Quant à savoir qui en est l'inventeur, même Vitruve ne s'y hasarde pas. Une des affirmations les plus énigmatiques de Vitruve est celle-ci. L'astrologue Eudoxus a trouvé l'araignée. On prête beaucoup d'inventions à Eudoxe, entre autres la théorie des proportions, la méthode d'exhaustion et la toute première théorie astronomique à base de sphères concentriques. Mais il n'est resté aucun texte de lui. L'araignée pourrait bien désigner l'astrolabe.
La pièce supérieure ajourée d'un astrolabe est encore désignée ainsi. Certaines, comme celles que vous voyez, sont de véritables œuvres d'art. Si c'est bien ce que Vitruve veut dire, ce serait la plus ancienne mention écrite conservée de l'astrolabe. Vitruve lui-même semble hésiter entre Eudoxe et Apollonius. D'autres ont penché pour Hipparque, le grand nom de l'astronomie grecque avant Ptolémée. Pourquoi pas Ptolémée lui-même? Parce que le chapitre 1 du livre 5 de l'Almageste est intitulé De la construction de l'astrolabe, et que Ptolémée ne semble pas y revendiquer l'invention. Le problème est que ce chapitre est assez énigmatique. Il pourrait aussi bien concerner la sphère armillaire. La description d'un astrolabe la plus ancienne semble bien être celle de Théon d'Alexandrie, qui est malheureusement perdue. La première qui ait été conservée s'en inspire probablement, puisqu'elle émane de Cinésios. Quel rapport? Si, souvenez-vous, Cinésios est l'élève d'Hypatie, et Hypatie est la fille de Théon. Je vous apporte un présent, le plus convenable que je puisse vous offrir et que vous puissiez recevoir. C'est un planisphère de mon invention. La vénérable philosophe dont je suis le disciple m'a aidé de ses conseils. Et il parle d'Hypatie, bien sûr. Et l'ouvrage a été exécuté par ceux qui sont les plus habiles dans mon pays à travailler l'argent. Avant de se lancer dans la description, Cinésios montre qu'il a parfaitement compris le principe. Si on projette sur un plan une surface sphérique, quoique la nouvelle figure ne soit pas identique à la première, on trouve cependant une correspondance parfaite entre les différentes parties des deux figures. C'est ce que l'ancien astronome Hipparque a donné à entendre, et le premier il a fait une application de cette vérité mathématique. Il semble donc que Cinésios et Hypatie, à la suite de Théon, considéraient que l'invention était due à Hipparque. Imaginez une représentation plane d'une sphère armillaire, comme sur cette mosaïque, mais vue en projection sur le plan de l'équateur, depuis son pôle sud. Elle ne sera pas loin d'un astrolabe. Il est certain que les ingrédients géométriques existaient bien avant Hipparque, et au moins du temps d'Eudoxe. Qui le premier a rassemblé ces ingrédients? Cela reste un mystère. Après Cinésios, Jean Philopon, que nous avons déjà rencontré parmi les critiques d'Aristote, est l'auteur d'un traité de l'astrolabe. Après Philopon vient Sévère Sébocte, un évêque syrien qui est le dernier témoin de la science grecque avant l'explosion scientifique arabe. Les traités de Philopon et Sébocte ont certainement contribué à répandre l'astrolabe parmi les savants arabes. Écoutez Al-Nadim. Il a écrit à la fin du Xe siècle une compilation de la civilisation arabe des 3 siècles précédents. C'est un document précieux et considéré comme fiable. La citation suivante se trouve dans le chapitre consacré aux mathématiques et à l'astronomie. Dans les temps anciens, les astrolabes étaient plans. La première personne qui en ait fait un est Ptolémée. On dit que d'autres en avaient fait avant lui, mais ce n'est pas avéré. Le premier musulman à fabriquer un astrolabe plan fut Abiyoun al-Batrik. Ensuite, les instruments furent fabriqués dans la ville de Haran. Plus tard, ils furent diffusés, devenant communs et nombreux, de sorte que les fabricants ne manquèrent pas de travail durant la période abbasside, depuis le règne d'Al-Mamoun jusqu'à nos jours. Al-Mamoun est ce sultan régnant à Bagdad, dont la politique a généré une explosion scientifique sans précédent. Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Imkura, les frères Banu Moussa sont les représentants les plus célèbres. La ville de Haran, je vous en ai déjà parlé, c'est la patrie de Tabit Imkura et de la secte
des Sabéens. Al-Nadim cite ensuite des générations de fabricants d'astrolabes. Et parmi eux, Al-Ijli Asturlabi était un apprenti de Bétulus. Al-Ijliya, sa fille, une élève de Bitulus qui était avec Saïf al-Dawla. Comment on nous aurait caché une scientifique en pays d'islam? Les imaginations se sont enflammées. Vous trouverez un peu partout des portraits aussi imaginaires que celui-ci et des vidéos chantant ses prouesses. Et malheureusement, les quelques mots d'Al-Nadim constituent la seule information que nous ayons sur elle. Les Arabes ne se sont pas contentés de reproduire les modèles grecs, ils les ont améliorés de façon cruciale. En particulier, les astrolabes grecs n'étaient valables que pour une latitude donnée. Al-Zarqali était un astronome et fabricant de Al-Andalus dans l'Espagne actuelle. Il a inventé un modèle d'astrolabe qui pouvait être utilisé sous toutes les latitudes. Quand Al-Nadim dit que dans les temps anciens les astrolabes étaient plans, peut-être fait-il référence à l'astrolabe sphérique, inventé au IXe siècle à Bagdad. Il n'a pas eu le succès de la version plane. Ces inventions semblent indiquer non seulement une grande habileté pratique, mais aussi des connaissances géométriques et astronomiques poussées. Pourtant, au XIIIe siècle, un grand savant originaire du Maroc éprouvait le besoin de replacer la fabrication des instruments sur une base plus théorique. Il a donc écrit un impressionnant manuel qui va de la trigonométrie sphérique à la fabrication des astrolabes. Le titre arabe signifie collection de principes et objectifs dans la science de la mesure du temps. Écoutez le début. L'auteur de cet ouvrage, ayant vu beaucoup de constructeurs d'instruments astronomiques, n'a pas tardé à reconnaître que les plus habiles d'entre eux ne savent ni calcul, ni géométrie, ni cosmographie, choses dont ils sont en quelque sorte perpétuellement occupés, et qu'ils ne connaissent néanmoins que de nom, quoique ce soient les seuls degrés qui puissent les conduire sûrement au but qu'ils se proposent d'atteindre. Al-Marrakouchi ne se contente pas de balayer les mathématiques nécessaires à la construction d'instruments astronomiques. Il donne des tables de valeurs numériques et des tracés. Ces tracés pouvaient être plutôt compliqués dans le cas des astrolabes. Heureusement, le livre se termine par une série de questions-réponses qui permettent de contrôler l'acquisition des compétences. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait prêt. Il va falloir que je révise. Al-Marrakouchi était contemporain d'Alphonse X. Le grand travail de traduction et de transmission des connaissances était donc bien entamé de son temps. Le Livre des étoiles est une des compilations ordonnées par Alphonse X. Elle balaye l'ensemble des connaissances astronomiques arabes. Bien sûr, une partie est consacrée à l'astrolabe et une autre aux instruments de mesure du temps. Je vous raconte ailleurs le regain d'intérêt pour l'astrologie que les manuels traduits de l'arabe ont causé en Europe à la fin du Moyen Âge. J'avais pris mes exemples en France, mais le même phénomène était sensible en Angleterre. Le plus ancien document technique rédigé en anglais se trouve être un traité sur l'astrolabe. L'auteur le destine à son fils Louis, âgé de 10 ans, et annonce comme sous-titre du pain et du lait pour les enfants. Voici les premières phrases. Mon petit Louis, mon fils, je vois quelques preuves de tes capacités pour apprendre les sciences, les nombres et les proportions, et je me rends compte de ton désir particulier d'apprendre l'astrolabe. Ainsi que le dit le philosophe, celui qui réalise les souhaits de ses amis
leur rend service. Aussi, je propose de t'enseigner avec ce traité quelques faits sur cet instrument. Il y a plusieurs raisons pour ce traité. Premièrement, personne dans cette région n'a une connaissance complète du noble astrolabe. Une autre raison est qu'il y a des erreurs dans les traités sur l'astrolabe que j'ai vus, et que certains d'entre eux sont trop difficiles à comprendre pour un enfant de 10 ans. Je me permettrai quelques doutes sur ce que le petit Louis, à 10 ans, était capable de comprendre du traité de son père. Et sans vouloir me mêler de l'éducation de cet enfant, je serais prêt à parier qu'il aurait préféré lire les contes de Canterbury, également écrits par son papa. Eh bien, nous y voilà. Les contes de Canterbury, c'est une collection d'histoires, justement à ne pas mettre entre les oreilles d'un enfant de 10 ans, dans la veine du Décaméron de Boccace. Parmi les personnages qui servent tour à tour chacun leur fable, j'ai choisi le clerc d'Oxford. Chaucer nous en livre un portrait plutôt coloré. Son cheval était aussi maigre qu'un râteau, et lui-même n'était pas bien gras, je l'ose dire, mais il avait l'air creux et la mine triste. Usé jusqu'à la corde était son court manteau, car il n'avait encore obtenu aucun bénéfice. Mais malgré que ce fût un philosophe, pourtant il n'avait guère d'or en son coffre, mais tout ce qu'il pouvait obtenir de ses amis, il en achetait des livres et du savoir, et diligemment se mettait à prier pour l'âme de ceux qui lui donnaient de quoi fréquenter l'école. Conseillère de vertu morale était sa parole, et il aimait à apprendre et aimait à enseigner. Et le clerc d'Oxford se met à raconter l'histoire d'un mari qui traite son épouse de manière abominable, ce qu'elle supporte avec une douceur incroyable et révoltante. On aurait pu s'insurger que cette femme soumise soit montrée un exemple, mais Chaucer s'est donné de bons conseils à ses contemporaines. Ne soyez point victime de votre innocence, mais prenez vigoureusement en main le gouvernail. Imprimez bien cette leçon dans votre esprit, puisqu'elle peut servir à l'intérêt commun. Ô maîtresse femme, tenez-vous sur la défensive, puisque vous êtes forte comme l'est un grand chameau. Ne souffrez pas qu'un homme vous fasse offense, et vous, faible femme, impuissante à la bataille, soyez ardente comme l'est un tigre là-bas dans l'Inde. Euh, Dites donc, nous ne nous serions pas quelque peu éloignés de l'histoire des mathématiques, là? Revenons-y un siècle plus tard. Les grandes découvertes sont passées, et le besoin de cartes plus précises que celles de Ptolémée se fait de plus en plus sentir. Cet homme, Gemma Frisius, va jouer un rôle important. D'abord par ses travaux. Il est le premier à avoir décrit l'usage de la triangulation pour mesurer les distances sur le terrain. Ensuite, par ses élèves. Parmi ceux-ci, Gérard Mercator est l'inventeur d'une projection cartographique. Il y a aussi un Espagnol, beaucoup moins connu, Juan de Rojas y Sarmiento. Il a laissé ce commentaire sur l'astrolabe, qui est en fait un ouvrage plutôt théorique sur la projection orthographique ou analème. Montucla le mentionne dans son Histoire des mathématiques, disant qu'il étala de l'habileté en géométrie dans son nouveau planisphère. C'est une projection de la sphère sur un plan qui a retenu son nom et qui a des avantages par-dessus celle de Ptolémée. Rojas en a déduit les plans d'un astrolabe universel qu'il a effectivement construit. J'ignore à quel point ce genre de travaux sur les projections, hérités de l'astronomie, ont influencé la pensée de Pascal et Desargues quand ils ont introduit la géométrie projective au siècle suivant. Ce qui est sûr,
c'est que la construction des cadrans solaires était une des applications favorites de Desargues, avec la taille des pierres. On la retrouve dans cet ouvrage de son disciple, Abraham Bosse. La manière universelle de M. Desargues lyonnais pour poser les cieux et placer les heures et autres choses au cadran au soleil. Franchement, il n'est pas facile de voir le lien entre la géométrie projective et la fabrication d'un cadran solaire telle qu'elle est décrite, en utilisant des filets déliés et souples, traduisez des bouts de ficelle. Le tout est qu'à la même période, la gnomonique, c'est-à-dire l'étude géométrique des cadrans solaires, était en train de trouver sa place parmi les sous-disciplines des mathématiques, jusqu'aux récréations mathématiques et physiques de Jacques Ozanam, qui précise: la gnomonique est la partie la plus agréable des mathématiques, et comme j'en ai assez amplement traité dans mon cours de mathématiques, et qu'elle dépend d'une théorie profonde quand on la veut posséder à fond, ce qui ne convient pas à des récréations mathématiques. Je me suis proposé de mettre seulement ici les problèmes qui me sembleront les plus divertissants et les plus faciles à pratiquer et à comprendre. Et parmi les problèmes qui lui ont semblé les plus divertissants, il y a le problème 1, d'écrire dans un parterre un cadran horizontal avec des herbes. On lit aussi le problème 3, qui est illustré par cette figure, d'écrire un cadran horizontal par le moyen d'un quart de cercle. La gnomonique n'est plus vraiment la partie la plus agréable des mathématiques. En revanche, les contes de Canterbury ont été portés plusieurs fois à l'écran, et l'auteur de Harry Potter a reconnu s'en être inspiré. Serait-il encore plus divertissant que l'astrolabe ?